Nous nous retrouvons maintenant sur le chapitre REST consacré à la réponse que votre API doit apporter à une requête. Nous allons voir à l'occasion de ce chapitre les formats de réponse, la pagination, la structure des collections, les bonnes pratiques pour les codes d'erreur et la gestion des quotas. Pour l'anecdote, vous verrez que les illustrations sur ce chapitre sont beaucoup plus sportives que pour les précédentes, car initialement nous avions partagé ce guide à l'occasion des JO de Paris 2024. Pour un clin d'œil nostalgique, nous avons décidé de garder ces illustrations. Comme pour tous les chapitres, nous allons voir ici les bases essentielles. Alors, il s'agit d'un des plus gros chapitres, vous êtes prévenus. Normalement, vous verrez le temps de la vidéo qui doit être assez long. Il n'empêche que ces règles sont des bases, à vous de les compléter et de les adapter en fonction de votre contexte. Allez, nous démarrons dès à présent avec le format des réponses. Et cette première règle, le corps de réponse doit être proposé au format JSON. Je ne sais pas si vous faites les vidéos dans l'ordre ou si vous êtes venu là directement. Dans le premier cas, vous verrez que forcément, il y a une cohérence entre les règles pour le requêtage et les règles pour les réponses. Je vous ai présenté à cette occasion JSON en vous expliquant que c'était le standard, c'est toujours le cas. Et effectivement, vous devez de pouvoir répondre en JSON, c'est ce qui va être attendu par vos développeurs. Deuxième règle, le format de réponse par défaut doit être application JSON. Donc toujours non seulement vous devez répondre en JSON, mais vous devez répondre par défaut sur ce format. C'est-à-dire que si le format n'a pas été renseigné par la requête, par défaut, vous allez répondre en JSON. Ensuite, toujours une cohérence entre les règles pour le requêtage et les règles pour les réponses, vous devriez proposer des réponses en XML. Encore une fois, JSON s'est imposé et est devenu le standard sur la plupart des plateformes d'intégration. Il n'empêche que XML persiste sur des écosystèmes plutôt legacy et aussi sur l'environnement .NET. Donc là, à vous de présenter ces réponses en XML afin de faciliter encore une fois la vie de vos développeurs, de leur offrir une meilleure expérience et de faire en sorte qu'ils adoptent vos API plus rapidement. Quatrième règle, la réponse peut être proposée dans d'autres formats, comme du texte brut ou du CSV. Si le format standard est utilisé, vous devez respecter les valeurs officielles dans Accept et Content Type. Les valeurs sont données ici. Dernière règle sur le format, le corps de la réponse doit être cohérent avec le content type. Par exemple, si content type est application JSON, vous ne renvoyez pas du XML. Donc là, vous avez les exemples qui sont donnés ici. Les règles suivantes, elles, vont s'attacher à la pagination. Sixième règle et première règle consacrée à la pagination. Les réponses à une requête GET, à partir du moment où elles ont des collections importantes, devraient être paginées pour améliorer les performances et éviter les charges excessives sur votre back-end. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que des collections importantes? Et effectivement, c'est tout le problème. Dans les deux exemples qui sont donnés ici, la liste des pays en note 1, vous savez qu'il y a à peu près 200 pays, bon 195 dit plus précisément. Du jour au lendemain, on ne va pas passer à 400, à 600 ou à 1000. Donc là, on peut se dire qu'on peut ne pas paginer. En note 2, vous avez un autre exemple qui est donné sur les contacts. À l'instant T, vous avez peut-être que 20 contacts, mais votre boulot va peut-être être justement d'augmenter ce nombre de contacts. Et vous savez que demain, vous allez effectivement peut-être avoir 2000, 3000 contacts. À ce moment-là, dès le début, paginer. Donc encore une fois, la pagination, c'est un choix fin qui doit être fait au moment du design. Je vous conseillerais par défaut, à partir du moment où vous avez un doute, vous devriez aller vers la pagination. Septième règle, pour les endpoints paginés, là encore, le but est de faciliter la vie des développeurs. Donc utilisez les mots-clés conventionnels. Vous avez limit offset ou size start. Ceci afin de rester cohérent et vraiment de faciliter la vie de vos développeurs. Les développeurs externes vont arriver, ils ont déjà utilisé des API, ils sont habitués à certains standards. Fournissez-leur les mots standards pour qu'ils puissent aller très vite dans l'adoption de vos API. Huitième règle, les informations de pagination doivent apparaître dans le corps de la réponse, là encore, pour être clair pour le consommateur.
Neuvième règle, les mots-clés de pagination doivent être cohérents entre la requête et la réponse. Nous avions une cohérence de règles, et là aussi vous avez une cohérence de mots-clés forcément, ceci pour aider encore une fois l'adoption. Dixième règle, le paramètre limite doit avoir une valeur maximale autorisée et documentée. Et on ne doit pas pouvoir la dépasser. Si elle est dépassée, vous retournez une erreur 400. Onzième règle, la pagination peut aussi être proposée avec une logique de curseur. C'est particulièrement utile si vous avez de très grands ensembles de données. Douzième règle et dernière règle autour de la pagination basée sur un curseur doit utiliser là encore des mots-clés standards comme Previous Page et Next Page. Nous nous attachons maintenant au nom de collection avec une seule règle, la 13e. Le nom du tableau dans la réponse doit correspondre au type de ressource, par exemple orders pour une liste de commandes. C'est exactement l'exemple que vous avez ici avec orders puis customers. Nous passons maintenant aux règles suivantes. Cette fois, nous allons nous attacher au corps de la réponse avec deux règles, la première et 14e règle globale, et que le corps de la réponse ne doit jamais être vide, quel que soit le verbe HTTP utilisé. 15e règle, pour post, put ou patch, le corps de réponse doit contenir les détails complets de la ressource créée ou mise à jour. Avec cette 16e règle, nous nous attaquons maintenant au code et aux gestions des erreurs. Ici, vous devez, donc 16e règle, toujours utiliser les codes HTTP standards correctement, 200, 201, 400, 404, 405, ainsi de suite. Vous avez la liste qui est donnée ci-dessous dans le tableau et une URL pour récupérer la liste exhaustive et les renseignements sur comment les utiliser et dans quel contexte. Penchez-vous dessus sérieusement et appliquez tout ça à bon escient et surtout correctement. 17e règle, pour les erreurs 400, le corps doit suivre un format standard pour aider à comprendre la raison de l'échec. Encore une fois, vous êtes ici pour prendre le développeur par la main. Ça passe par lui expliquer ce qu'il a éventuellement mal fait ou en tout cas comprendre si l'erreur vient de nous ou de lui. Donc, lui avoir un maximum d'informations pour qu'il puisse corriger le tir. 18e règle, les codes et descriptions des erreurs doivent être précis et explicites plutôt que des messages génériques. Bon, là, on est dans la liste directe de ce que je disais juste avant. 19e règle, les réponses d'erreur 400 peuvent contenir un lien vers la documentation ou une page de support pour aider le consommateur. C'est un peu, mais nous vous invitons à le faire. C'est effectivement un support très appréciable. Dernière règle consacrée au code et gestion des erreurs et 20e règle au total. Pour les erreurs serveurs, donc les erreurs 500, faites attention à ne jamais divulguer de détails techniques dans la réponse. Ces informations doivent rester dans les logs. Le but est d'aider les développeurs, pas les hackers qui vont utiliser les failles ou le trop plein d'informations que vous allez leur envoyer pour mieux cibler leurs attaques. Nous nous attaquons maintenant aux quotas et limitations avec la 21e règle. Lorsqu'un quota est appliqué, les informations de consommation devraient être envoyées dans les entêtes de réponse. Vous avez ici ce qui est donné, 10 requêtes par seconde, ainsi de suite. 22e règle, le nom des entêtes de quota doit suivre les normes IETF comme Rate Limit Limit, Rate Limit Remaining et Rate Limit Reset. Donc vous avez là aussi le tableau qui vous indique plus en détail de quoi il retourne. Je vous laisse un peu de temps pour le lire ou faire une capture d'écran. Et nous en avons fini avec cette catégorie REST. Et nous avons vu les règles essentielles pour structurer correctement les réponses de vos API. En respectant ces principes pour le format, la pagination, les erreurs et les quotas, vous allez permettre aux développeurs d'utiliser une API fiable, cohérente et facile à intégrer et à adopter. On se retrouve rapidement pour la suite.